Bonjour tout le monde, il est question de Kick-Ass 2 aujourd'hui, réalisé par Jeff Wadlow, avec Aaron Taylor-Johnson, Chloé Moretz, Jim Carrey, mais pas aussi important qu'on aurait pu le croire, ni qu'il est devenu suite à certaines polémiques, et le reste du casting est un petit peu moins connu, donc je vais peut-être pas dire tout le monde. Rassurez-vous tout de suite, il est bon. Vous risquez par contre d'être un petit peu déçu si vous faites partie des gens qui ont trouvé que la fin de Kick-Ass partait en couille. Parce que ce film est beaucoup plus proche de la fin de Kick-Ass que de Kick-Ass, premier du nom. Que, comme beaucoup l'auront remarqué, et je possède derrière dans cette collection. En fait, on a quitté l'idée de prendre les super-héros de façon réaliste pour rentrer vraiment dans le truc du super-héros. Bien entendu, je n'ai pas lu les comics, ne commencez pas à venir m'en parler, à me dire si ça respecte ou pas le truc d'origine. Manifestement, de ce que j'ai entendu, ça ne respecte pas vraiment. Entre vraiment et pas du tout, ça dépendra d'à quel point vous êtes fan du comics. Le fait est que je ne vais juger que le film, encore une fois. Regardez ma vidéo sur l'adaptation si vous si vous avez envie de gueuler, si ça vous prend comme ça, essayez de vous faire une petite piqûre de rappel. Cette fois-ci, on a un film de super-héros. Disons en fait, le Kick-Ass, premier du nom, était la genèse. Il devenait un super-héros. Et Kick-Ass 2, c'est il est devenu un super-héros et on rentre dans le truc du super-héros. On rentre dans l'origin story, entre guillemets, puisque au final, c'est là qu'il va découvrir, qu'il va trouver une raison de se battre. Alors que dans le premier c'était juste parce que ça faisait cool et que c'était intéressant. Là on est vraiment dans une optique de confrontation. On a un gentil, un méchant clairement défini. On n'a plus cette découverte qu'on faisait dans le premier. Et surtout on essaie de nous en mettre plein la vue. C'est-à-dire que dans le premier on avait Kick-Ass, Big Daddy et Hit Girl. Là maintenant il y a une armée de gentils, une armée de méchants, dont seuls quelques-uns sont développés. D'ailleurs, dans celui-ci, il y a que Kick-Ass et Hit Girl qui ont vraiment un développement. Et chez les méchants, il n'y a que The Motherfucker, qui est son nouveau nom, après avoir été Red Mist. Et Mother Russia, qui est probablement le meilleur personnage du film. Rien qu'à le dire, ça me fait marrer, parce que je revois la gueule du personnage, et c'est assez hilarant. Clairement on quitte le concept qui était qu'est-ce que ça donnerait si un super-héros était créé de nos jours. Et c'était effectivement simplement des petites patrouilles à la con, simplement des petits machins. Et alors que ce deuxième film essaye à fond de nous vendre qu'il traite de la même chose, c'est clairement pas le cas. Pendant tout le film, il nous rappelle des messages. Est-ce que je suis Dave Levinsky, ou est-ce que je suis Kick-Ass, est-ce que je suis Mindy ou est-ce que je suis Hit Girl, et ils essayent de faire croire que c'est autour de ça que tourne le film, ce qui n'est pas le cas. Le film tourne autour de super-héros qui tapent sur la gueule de super méchants. Ce qui n'est pas moins bien, mais qui est différent, et qui est clairement pas ce que le premier cherchait à faire. Encore une fois, je parle de film, pas de comics. L'histoire reprend là où s'est arrêté le premier. Après spoiler ou pas spoiler du premier film, ça va être chiant s'il faut pas spoiler la saga. Après ce qui s'est passé dans le premier film, les personnages essayent plus ou moins de continuer à s'entraîner, continuer à mener leurs actions, mais au bout d'un moment, le père adoptif de Mindy lui demande d'essayer d'arrêter, de devenir une fille comme les autres, d'essayer de devenir une ado comme les autres. Elle rentre au lycée et elle se voit obligée d'arrêter. Le problème, c'est que Kick-Ass ne se voit pas du tout continuer à faire ça tout seul et va donc essayer de monter une espèce de gang de super-héros, l'espèce de Avengers du pauvre, puisque ce sont des super-héros comme lui, donc des super-héros sans pouvoir, sans machin, avec des costumes faits avec des bouts de ficelle, etc., etc., qui se réunissent et qui essayent de monter une Justice League. Ce qui marche très très bien, c'est assez bien foutu. Parlons de Jim Carrey rapidement.
Le personnage est présent assez peu de temps dans le film, pour des raisons diverses. Comme ça, je ne spoile rien. Mais c'est vrai qu'il est pas très très souvent là. Il y a un problème avec ce film, c'est que il arrive la même chose à toutes les figures paternelles. Tout ce qui représente le père, forcément il se passe des trucs. Quand ça arrive la première fois, ça marche. Quand ça arrive la deuxième fois, on se dit bon, ça marche toujours. Mais heureusement qu'ils n'ont pas été le faire une troisième fois, parce que sinon ça commençait à devenir, ça serait limite devenir running gag. Au niveau des scènes d'action, c'est assez bien tourné. C'est le style de film qui filme en gros plan et qui fait beaucoup de cuts. On aime ou on n'aime pas, ça donne quand même une sensation de dynamisme qui est assez bonne. Le film est beaucoup plus rapide que le premier. Le rythme de montage et de développement des scènes est beaucoup plus rapide que le premier, mais reste complètement compréhensible, pas comme Elysium. Enfin, appréciable, pas compréhensible, appréciable. Ça s'installe dans la durée et les scènes se savourent correctement. Tous les personnages qui sont introduits sont pas forcément très développés, mais ils ont tous un petit truc qui fait qu'on les aime bien. J'essaie enfin, les super méchants ont tous un truc vraiment sympa, mais c'est vraiment Mother Russia qui remporte la prise haut la main. Il n'y a pas vraiment à tortiller non plus. C'est pas un gros film avec des grands messages cachés, bien qu'il essaye de le faire croire. Il y arrive pas vraiment parce qu'en gros le message on l'a compris dès le début du film et après ils ne font que le rabâcher. Heureusement, là aussi un signe de bonne qualité, c'est ils traînent pas dessus. Généralement ces scènes de questionnement se passent assez rapidement. Ils savent qu'on connaît le sujet, ils savent qu'on connaît la problématique et ils savent qu'en gros ils vont rien amener de neuf. Donc ils essayent de passer assez rapidement dessus et ça se joue très très bien. Trop d'absence de la musique thème du premier Kick-Ass qui avait un côté sympa, qui faisait un peu kitsch. C'est vrai que ça faisait un peu film des années 90. Il y avait un côté un peu kitschounet, mais qui collait très bien à ce truc-là parce que c'est en quelque sorte l'essor des comics, c'est-à-dire que les années 90-2000, c'est les années où les geeks ont pris le pouvoir à Hollywood et ont commencé enfin à faire des films sérieux et responsables et attachés à leur sujet de base en ce qui concerne les comics, ce que beaucoup de gens vont décrier en disant ah mais c'est pas du tout vrai, machin chose. Des fans de comics sont arrivés à Hollywood et ont commencé à faire des films adaptés de comics qu'ils aimaient. Et pas juste comme un contrat réalisé comme ça, comme Richard Donner, malgré tout le bon travail qu'il a fait pour Superman, ou comme Tim Burton avec Batman. Et je vous mets même en même temps Schumacher dedans si vous le voulez, je vous l'offre en pâture. Voilà, là c'est vraiment des gens qui lisent ces comics, qui les ont appréciés, et qui veulent les porter à l'écran. Et ça se sent. Et du coup, cette aura années 90 du film et de la musique avait un côté intéressant. Là, pour le coup, dans celui-ci, la musique est plus une musique d'action. Il y a 2 ou 3 trucs en particulier, comment appelle-t-on ça, un remix du thème de Tetris chanté avec des chœurs russes. Un truc incroyable, c'est absolument génial. En dehors de ça, la musique est pas vraiment pas vraiment prenante, mais même pas vraiment présente en fait. On oublie facilement la musique face à ce qui se passe. Papillon de nuit. Et ça a assez peu d'importance finalement qu'il y ait de la musique à ce moment-là, et on se souvient pas de cette musique. Et le thème de Kick-Ass revient vite fait au début, vite fait à la fin, mais en dehors de ça, est très vite survolé. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. C'est un bon film, bien mené, très très drôle. J'y étais avec un ami, avec Azarias de Press Start Button, et on s'est, enfin vraiment, je me suis, il y a vraiment des moments où j'ai ri à gorge déployée dans le cinéma, ce qui m'arrive pas souvent.
du comique de situation, du comique, même quelques notes d'humour gras, un peu infantile, mais qui passe tellement bien que c'est absolument nickel. Le personnage comment il s'appelle, enfin le personnage que joue Jim Carrey est absolument hilarant. Enfin, il est vraiment très très bien foutu. Et oui, je suis en train de voir vite fait parce que j'ai pris des notes. Il y a Donald Faison qui joue Turk dans Scrubs, qui joue un des super-héros, le Dr. Gravity, et ça fait du bien de le voir dans un bon film parce que Skyline c'était quand même pas terrible. Donc c'était un premier pas assez raté pour lui dans le domaine des longs métrages, qui devait pas être le premier d'ailleurs, mais le premier gros pas après Scrubs. Et là c'est beaucoup plus honorable et c'est beaucoup plus intéressant, et ça faisait plaisir de le voir ici. Donc voilà, plutôt du bon, plutôt du positif. Je vous encourage fortement à aller voir Kick-Ass 2. Vous n'allez pas retrouver ce qu'il y avait dans le premier, vous allez trouver autre chose, quelque chose de plus proche du film de super-héros, mais restant quand même des gens normaux qui essayent de prendre les armes, en dehors des scènes des climax finaux du dénouement final, qui forcément est un peu exagéré, forcément va un peu loin. Globalement, enfin, ça propose quand même quelque chose d'assez différent, d'assez sympa, d'assez cru, beaucoup plus cru que la plupart des trucs un peu stéréotypés que sort Hollywood, et ce qui était la grande force de Kick-Ass. Kick-Ass était produit quasi indépendamment, quasi en indépendant plutôt, parce que aucun studio, les studios ont tous refusé en disant jamais les gens voudront voir une petite gamine de 12 ans qui a un langage de charretier et qui découpe des gens. Et c'est là qu'on ne comprend pas comment ces gens peuvent être à la tête de maisons de production. Mais évidemment que si, on a envie de voir ça. Et donc il y a un côté plus cru, plus trash de ces films-là, moins gore quand même, beaucoup moins gore que le premier. Gore, beaucoup moins de sang que dans le premier. Il y a quelques giclées de sang à certains moments, quelques trucs un peu directs, mais globalement quand même assez osé par rapport à ce que d'habitude fait Hollywood. Pour une fois, ils essayent un petit peu de poser leurs couilles sur la table. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.